Donc c'est toujours un plaisir et je suis très content de pouvoir vous retrouver encore une fois pour une nouvelle séance sur la fiscalité. Donc la septième, si ma mémoire est bonne, pour la septième semaine, la septième séance. مرحبا بكم في قراية في الدار. Encore une fois, Ramadan Mubarak Saïd, Allah يدخل بالصحة والسلامة. J'espère que vous vous portez bien, que vous passez d'agréables moments en compagnie de vos amis et vos proches, et que cette période se passe dans de bonnes conditions, comme vous le souhaitez pour vous et pour les personnes qui vous sont chères. Donc aujourd'hui, nous allons entamer le deuxième chapitre consacré à la fiscalité, chapitre 2, l'impôt sur le revenu, l'IR. Donc c'est un chapitre qui est très important parce que nous allons voir l'ensemble des revenus qui sont imposés à l'impôt sur le revenu, donc l'ensemble des revenus acquis par les personnes physiques qui constituent la matière imposable de l'impôt sur le revenu. Nous allons pouvoir le faire à travers un plan de travail qui est plus ou moins similaire à ce qu'on a fait pour l'IS. Donc, dans un premier temps, nous allons voir le champ d'application, donc les 5 notions que nous avons introduites au niveau du chapitre introductif, le champ d'application en premier lieu. Ensuite, la base imposable à l'IR. Et après, nous allons nous pencher sur les catégories de revenus qui sont frappés par l'IR, les revenus professionnels, les revenus agricoles, les revenus salariaux, par la suite les revenus profits fonciers, et enfin les revenus profits de capital immobilier. Donc les 5 catégories de revenus qui sont imposées à l'impôt sur le revenu. Donc en introduction, on peut dire que l'IR, donc pour définir l'IR, l'impôt sur le revenu, qu'on appelait avant, l'impôt, il y a quelques années, on l'appelait l'impôt général sur le revenu, et est un impôt, en premier lieu, c'est un impôt d'État, c'est-à-dire qu'il est encaissé par l'État à travers la Direction générale des impôts, par opposition aux impôts locaux, qui sont, eux, quant à eux, encaissés et recouvrés par les collectivités territoriales. Donc l'IR, c'est un impôt d'État. C'est un impôt qui est théoriquement personnalisé, c'est-à-dire lié à la situation de chaque personne. Donc il doit tenir en principe, théoriquement, on va le voir après, donc c'est au Maroc, ce paramètre n'est pas vraiment pris en considération dans le calcul de l'IR, mais théoriquement, l'impôt sur le revenu est un impôt personnalisé parce qu'il doit tenir compte de la situation du contribuable. Il est à taux généralement progressif, donc le barème normal de l'IR est un barème progressif, donc plus le revenu est élevé, plus on a un impôt qui est plus important. Donc l'impôt progresse en fonction de la progression du revenu acquis par la personne. C'est un impôt qui s'applique aux revenus profits acquis par les personnes physiques. Donc les personnes, nous avons 2 cibles de l'IR. Nous avons d'une part les personnes physiques et d'autre part nous avons les sociétés de personnes, les personnes morales, les sociétés de personnes qui, il faut le préciser, il faut le noter de manière claire. Donc ces personnes physiques, on va le voir en détail après, ces personnes physiques qui n'ont pas opté pour l'IS. Il faut dire aussi que l'impôt sur le revenu est un impôt général et global parce qu'il impose l'ensemble des revenus acquis par les personnes physiques et les sociétés de personnes, quelle que soit leur nature et quelles que soient les activités qui les procurent, bien évidemment en excluant les revenus exonérés qu'on va pouvoir
voir en détail tout à l'heure. Il faut dire aussi donc au Maroc, donc l'IR donc sur le plan des statistiques, l'IR est principalement payé par les personnes physiques qui ont des revenus salariaux. Donc les dernières statistiques, 70%, donc on note que 70% de l'impôt sur le revenu est payé par les salariés, chose qui est plus ou moins entache le, ce, ce, cet impôt qui, en principe, devrait imposer l'ensemble des revenus acquis par les personnes physiques, et notamment les revenus professionnels et les revenus et profits immobiliers, et également les revenus et profits sur les capitaux mobiliers. Donc, donc le champ d'application, donc, il est large. Il est étendu, comme je l'ai dit, à l'ensemble des revenus acquis par les personnes physiques et par les sociétés de personnes. Par contre, on va le voir après, il y a des critères de rattachement, et des critères d'imposition, ce qu'on appelle la territorialité en matière fiscale, qui définissent le critère qui permet de dire qu'une personne physique est imposable dans un pays au lieu d'un autre. Donc une personne physique qui est installée au Maroc, quelle que soit sa nationalité, donc la nationalité, on va voir après que la nationalité ne importe peu. Le plus important, c'est de pouvoir répondre à la question du rattachement au domicile fiscal. Donc une personne est aussi le critère aussi important, tout aussi important, la source des revenus. Donc une personne physique, la problématique qui se pose généralement est relative au, à la difficulté de répondre à la question. Pour une personne physique qui est installée dans un pays et qui reçoit des revenus d'autres qui proviennent d'autres pays, donc originaires d'autres pays, donc, quel est le pays qui aura le droit d'imposer ces revenus? Est-ce que c'est le pays où est installée cette personne ou bien c'est le pays d'où proviennent ces revenus en question? Donc, généralement, sur ce genre de problématique, on note l'importance des conventions fiscales de non-double imposition qui sont conclues entre les différents pays pour répondre au souci de désigner le pays qui va imposer et sur certains revenus, donc par catégorie de revenus, sur certains revenus, de déterminer les critères de partage d'imposition, mais aussi et surtout les règles et les mécanismes et les techniques permettant d'éviter la double imposition d'un même revenu. Donc ensuite, donc comme je l'ai dit au départ, donc l'impôt sur le revenu impose la totalité des revenus des personnes physiques ayant un domicile au Maroc ou jouissant de revenus de source marocaine. Et il s'applique donc pour ce critère de territorialité, pardon. Donc nous avons le domicile qu'on va définir après. Donc, domicile fiscal, ce n'est pas nécessairement et forcément le domicile civil d'une personne physique. Et aussi, nous allons aussi parler du critère de la source de revenus, qui est aussi un critère déterminant pour l'imposition des personnes physiques dans un pays par rapport à un autre. Donc, au Maroc par rapport à un autre pays. Donc, aussi, donc,
je ne le répéterai pas assez. L'IR s'applique aux catégories de revenus profits suivants. Nous avons les revenus professionnels, nous avons les revenus provenant des exploitations agricoles, nous avons les revenus salariaux et revenus assimilés, les revenus profits fonciers et également les revenus profits de capitaux mobiliers. Donc, 5 catégories de revenus qui sont imposées à l'impôt sur le revenu. Après, donc, nous allons pouvoir étudier les mécanismes et les techniques permettant de déterminer par catégorie de revenus le champ d'application et la base imposable pour le calcul de l'IR. Donc ici, vous voyez un schéma qui regroupe l'ensemble des revenus et profits frappés ou imposés à l'impôt sur le revenu. Donc vous avez les revenus professionnels, vous avez les revenus agricoles, les revenus salariaux, les revenus profits de capitaux mobiliers, les revenus profits les revenus profits fonciers. Donc si je crois que vous avez pu le constater sur ce schéma, il y a la notion de revenu et la notion de profit. Donc, en matière d'IR, le profit est pris en considération uniquement sur la partie foncière, donc immobilière, et également sur la partie qui concerne les capitaux mobiliers, donc les titres, les actions, les obligations, etc. Les placements également, les placements financiers. Par contre, les revenus salariaux, on ne peut parler de profit puisque c'est un revenu salarial, donc ce n'est pas une opération de cession. On ne parle de profit que dans le cadre d'une opération de cession de vente, qui soit immobilière ou de nature mobilière, c'est-à-dire concernant des biens mobiliers ou des titres. Les revenus professionnels, on parle de revenus professionnels et cela regroupe aussi bien les revenus, c'est-à-dire le chiffre d'affaires de l'activité professionnelle, également les autres produits accessoires et aussi on peut aussi y trouver aussi des profits réalisés sur la cession de biens mobiliers ou immobiliers. Mais l'ensemble est regroupé sous la casquette de revenus professionnels. Au même titre que pour une société soumise à l'IS, on parle donc de revenus. Et également, donc, revenus professionnels, revenus agricoles, la même chose, on parle de revenus puisque c'est une activité professionnelle et elle est traitée de la même manière sur le plan sémantique que les revenus professionnels. Donc l'ensemble de ces revenus profits constitue le revenu global imposable, qui est la sommation de l'ensemble de ces revenus profits. Donc une personne physique qui a des revenus salariaux, des revenus fonciers, ou des profits fonciers, et des revenus et profits sur les titres et les placements financiers, doit légalement et donc en vertu de la loi fiscale, établir sa déclaration annuelle de revenu global qui doit comprendre l'ensemble de ses revenus. Donc annuellement, il faut le rappeler, il faut le noter que l'IR est un impôt annuel. Donc il est déterminé annuellement à partir des déclarations des contribuables. Donc quel que soit le mode de recouvrement fait, la déclaration de revenu global est faite annuellement. Et l'IR, elle est calculée annuellement, bien que sur un certain nombre de revenus, il est prélevé mensuellement ou donc dans le mois qui suit. Il doit être reversé dans le mois qui suit, mais il est calculé annuellement sur une base annuelle. Donc les revenus salariaux, par exemple, donc l'IR est prélevé mensuellement par l'employeur et reversé au trésor. Et annuellement, si la personne physique en question a d'autres revenus, il doit faire sa déclaration annuelle et bien entendu déduire l'IR salarial qui a été prélevé à la source par l'employeur ou les employeurs avec lesquels il a travaillé au cours de l'année civile.
Donc ici, donc sur ce slide, sur cette diapositive, vous avez l'explication de ces 5 catégories de revenus et profits. Donc revenus professionnels, ce sont les revenus, les résultats imposables des activités professionnelles exercées par les personnes physiques ou les sociétés de personnes. Donc toute activité commerciale, artisanale, industrielle, exercées par les personnes physiques ou les sociétés de personnes, ils sont appréhendés dans la catégorie des revenus professionnels. L'activité agricole, quant à elle, est appréhendée dans le cadre des revenus agricoles. Nous allons voir par la suite, quand on étudiera, quand on va se pencher sur les catégories une à une, on va voir les différences qu'il y a entre la détermination des revenus professionnels et la détermination des autres revenus. Ensuite, donc, troisième catégorie de revenus, ce sont les revenus profits fonciers. Donc, foncier, comme son nom l'indique, ce sont des revenus profits relatifs aux opérations immobilières, qu'il s'agisse de location ou de cession d'immeubles. Donc, revenus, quand il s'agit de location, on parle de revenus. Mais quand il s'agit de cession, on parle de profit. Par la suite, nous avons les revenus profits de capitaux mobiliers. Donc, la même chose, c'est-à-dire de la même manière, nous avons les revenus sur la détention des titres et des placements, les intérêts, qu'on appelle par souci de simplification les intérêts, et les profits de capitaux mobiliers quand il s'agit de cession, quand on cède des titres, des actions, des obligations ou d'autres titres. Si on réalise une plus-value, on paye l'IR sur cette plus-value. Et enfin, les revenus salariaux et revenus assimilés à des revenus salariaux qui viennent à travers l'exercice d'un travail, donc une relation de travail entre la personne physique, le salarié et un employeur ou plusieurs employeurs. Alors, toujours au niveau du champ d'application de l'IR, il faut retenir une chose très importante, c'est qu'on impose les revenus nets. D'ailleurs, c'est un principe fiscal de base et qui constitue la substance de la fiscalité au niveau de ces paradigmes. Donc, le paradigme de base comprend un certain nombre de concepts et de principes qu'on a pu voir au niveau du chapitre introductif, et parmi lesquels, c'est que l'impôt doit imposer un revenu net et non pas un revenu brut. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte de l'ensemble des dépenses, l'ensemble des charges qui ont permis la réalisation de ce revenu, qui ont contribué à la réalisation, à la perception et à l'acquisition de ce revenu. Donc la somme des revenus nets, revenu global net imposable qui est la base de l'IR, c'est la sommation des revenus nets catégoriels, donc les 5 catégories qu'on vient de voir, autres que ceux soumis au taux libératoire. Donc les revenus qui sont soumis, profits qui sont soumis au taux libératoire sont exclus du calcul de la base imposable. Ils sont exclus parce qu'ils ont été soumis à des taux libératoires. Comme son nom l'indique, un taux libératoire, c'est un taux qui libère le contribuable de faire toute déclaration à ce sujet, toute déclaration supplémentaire à ce sujet. Donc, il le libère de faire la déclaration annuelle sur cet revenu. Il le libère aussi de tout autre impôt qui pouvait frapper ce type de revenu. Donc, généralement, les taux libératoires, on les retrouve au niveau des dividendes, les produits des actions,
et des parts sociales et assimilées. Les dividendes, on paye 15%, la personne physique paye 15% de retenue à source de l'IR retenue à source sur ce dividende, et il est considéré comme un taux libératoire, et donc il n'est pas tenu de faire sa déclaration annuelle, et il n'est pas tenu sur ce revenu, il n'est pas tenu d'inclure ce revenu dans l'ensemble de ses revenus annuels. La même remarque s'applique également pour les profits fonciers. Les profits fonciers, on paye le taux qui impose le revenu foncier, donc 20% généralement. Donc on paye 20% qui est un taux libératoire, et on n'est pas tenu d'inclure ce revenu dans la déclaration annuelle ou de payer tout autre impôt supplémentaire sur ce type de revenu. Donc on n'intègre ici que les revenus nets qui sont soumis à des taux non libératoires. Et de cette base-là, on déduit un certain nombre de déductions et d'abattements qui sont prévus à l'article 28 du Code général des impôts, qu'on va détailler tout de suite. Donc, je saisis cette occasion pour vous montrer la déclaration, le formulaire de la déclaration de revenu global au Maroc, qui est en vigueur au Maroc. Donc, dernière version de 2020. Donc, dernière version de 2020. Donc, si vous voulez, on va faire défiler cette déclaration. Donc, Iqrar Sanawi Majmoua Dakhl, déclaration annuelle de revenu global. Vous avez donc la période. Vous avez la période. Vous avez nous avons un formulaire qui comprend 6 pages. Vous avez donc la première page, vous avez en haut de la première page, vous avez donc il faut cocher la situation dans laquelle se trouve la personne physique. Est-ce que c'est une déclaration normale? C'est une déclaration cas de départ du Maroc pour les personnes qui vont changer de domicile fiscal. Vous avez la déclaration cas de décès. Vous avez la cession en cas de cession dans le cadre d'une activité professionnelle, cession de l'établissement ou cession du fonds de commerce. Et enfin, vous avez le cas de la cessation d'activité, donc l'arrêt de l'activité, qu'il faut aussi cocher si l'entrepreneur individuel ou la société de personnes décide d'arrêter son activité. Donc après, vous avez l'identification du contribuable. L'identification contribuable, je sais que c'est pas très bien visible, mais bon, j'essaierai de lire les titres de chaque partie, et on aura aussi l'occasion par la suite, quand on verra les catégories de revenus, on va aussi voir ce formulaire pour essayer de comprendre comment ils sont traités tel ou tel revenu sur la déclaration annuelle de revenu global. Donc vous avez l'identification contribuable, l'identifiant fiscal, le nom, prénom, l'adresse, domicile fiscal, etc. Vous avez la catégorie de revenus qui sont touchés par l'IR, vous avez les revenus salariés assimilés, revenus profits source étrangère, les revenus professionnels, les revenus agricoles et les revenus de capital mobilier source marocaine. Donc vous remarquerez que ici on ne retrouve pas ni les revenus et profits fonciers qui sont
qui sont donc dorénavant imposés à des taux libératoires, ni les profits de capitaux mobiliers, qui sont eux aussi imposés à des taux libératoires. Donc, on ne retrouve ici que les revenus profits qui ne sont pas soumis à des taux libératoires, qui sont soumis à des taux non libératoires. Donc, vous les avez ici en détail. Donc, on retrouve par la suite, pour chaque type de revenu, vous avez la déclaration du revenu et l'ensemble des éléments permettant de calculer la base imposable. Donc, aussi bien pour les revenus salariaux, أجور والدخول المعتبرة في حكمها, revenus sources étrangères, دخول ذات المنشأ الأجنبي, donc les revenus qui proviennent de l'étranger. Donc, un ensemble d'éléments permettant de calculer la base imposable. Les revenus professionnels, donc ici, l'activité exercée, l'ensemble des revenus, donc chiffre d'affaires ici, on indique le chiffre d'affaires, on indique également les plus-values et les indemnités réalisées au niveau de l'activité, qui sont aussi prises en considération pour le régime de bénéfice forfaitaire qu'on va pouvoir voir par la suite. Et nous avons un régime de résultat net simplifié, résultat net réel, et le détail et les éléments qui servent au calcul de la base imposable à l'IR. Par la suite, on retrouve les revenus agricoles, qui ont aussi leur propre mode de calcul et leurs propres caractéristiques et règles définies aussi bien par la loi fiscale que la doctrine administrative. Les revenus de capitaux mobiliers de source marocaine. Et à la fin, donc, nous avons le calcul du revenu net imposable, qui est la sommation des revenus nets de l'ensemble de ces catégories. Vous avez ici, vous avez les déductions sur revenu global imposable, qu'on traitera tout à l'heure, et le calcul de l'impôt et les imputations sur l'impôt. Il faut aussi retenir cet élément important de la compréhension de l'IR, qu'il existe des déductions sur le revenu et des imputations sur l'impôt, ou des réductions sur l'impôt. Et enfin, l'objectif ultime, c'est de calculer le montant de l'impôt exigible par la personne physique. Un certain nombre aussi de précisions sur cette déclaration et un récépissé de dépôt qui est aujourd'hui donc pour les dématérialisé pour la majorité des contribuables soumis à l'impôt sur le revenu. Donc c'était un aperçu sur la déclaration de revenu global qui doit être établie annuellement par les personnes physiques sur ces catégories de revenus. Donc on va revenir à notre présentation sur l'IR. Voilà. Voilà, donc après, donc vous aurez donc le temps qu'il faut pour le loisir de feuilleter la déclaration de revenu global qui est disponible sur le site de la Direction générale des impôts. Donc essayez de la lire et de prendre connaissance de ces éléments pour un petit peu toucher les aspects pratiques de cette déclaration annuelle de revenu global. Donc par la suite, donc toujours au niveau du champ d'application, comme je l'ai dit au départ, donc l'IR impose l'ensemble des revenus
l'ensemble des revenus acquis par par les personnes, aussi bien par les personnes physiques que les sociétés de personnes. Donc vous avez les personnes physiques, vous avez les sociétés de personnes. Donc les sociétés de personnes, nous avons la société en nom collectif, la société en commandite simple, la SCS, la SNC et la SCS. Et nous avons aussi, donc j'essaie de voir si sur le live Facebook, il y a une continuité de diffusion. Donc j'espère que vous visionnez la présentation sans grande difficulté. J'essaierai de continuer donc sur le même tracé. Comme je l'ai dit, donc les personnes imposables à l'IR, ce sont d'une part les personnes physiques et d'autre part les sociétés de personnes. Société de personnes, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la société en nom collectif, société en commandite simple et la société de participation, également société de fait. Les sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple et la société de participation, on l'a vu au niveau d'IS, ils ont cette possibilité d'opter pour l'IS. Donc s'ils ne le font pas, ils sont soumises automatiquement à l'IR. Donc, le régime normal pour ces sociétés, c'est l'IR, mais ils peuvent opter pour l'IS. Donc c'est un choix, c'est un luxe qui leur est donné d'opter pour l'IS au lieu de l'IR. Donc s'ils sont soumis à l'IR, donc le revenu qui est acquis par ces sociétés est considéré comme un revenu professionnel du principal associé et s'ajoute par conséquent ces autres revenus. Bien que la société, qu'il soit en nom collectif ou société commandite simple, bien qu'il soit une personne morale, qui ont donc juridiquement parlant, ils ont la personnalité morale. Sur le plan fiscal, on considère que les revenus de ces sociétés est un revenu professionnel du principal associé. Et donc on distingue sur le plan fiscal entre la personnalité juridique de l'entreprise de la société et la personnalité fiscale de la personne physique, du principal associé. C'est une distinction de taille. Donc, on le retrouve au niveau des sociétés de personnes et également au niveau des entreprises individuelles. Les entreprises individuelles, euh, bien qu'il y ait un patrimoine professionnel qui est affecté à l'exercice d'entreprises individuelles, on considère fiscalement que l'ensemble des revenus acquis par la personne physique en question, l'entrepreneur individuel, doit être appréhendé à l'IR sur la déclaration annuelle de revenus global. Donc, il faut noter cette remarque très importante sur le plan fiscal. Il y a généralement une distinction entre la personnalité morale, pas généralement, mais sur certains cas, il y a une distinction, des divergences d'interprétation et d'appréhension sur le plan fiscal entre la personnalité morale juridique et la personnalité fiscale. Donc on continue. Je ne sais pas si le streaming, la diffusion, parce que je vois sur le live qu'il y a que la vidéo de présentation s'est arrêtée sur la déclaration annuelle de revenu global. Donc je ne sais pas si vous voyez, si vous suivez
j'essaie de voir sur la page Qraya fi Dar, c'est le streaming continu. Très bien. Donc ici, je vois que sur la page Facebook, le streaming continue. Donc on va enchaîner. Donc, il faudra aussi noter que donc il y a les personnes imposables, il y a les personnes exonérées de l'IR. Et généralement, donc, de manière générale, il y a deux types de personnes personnes physiques, qui sont exonérées de l'IR. Nous avons d'une part les ambassadeurs et les agents diplomatiques. Donc, il y a un principe diplomatique et fiscal également, qui est le principe de la réciprocité, donc le mu'amala bil mithl. Pour les agents diplomatiques, de nationalité étrangère, qui travaillent au Maroc, dans les ambassades et les consulats étrangers, mais aussi les Marocains qui travaillent dans les ambassades et les consulats marocains à l'étranger. Donc ces personnes sont exonérées de l'IR. Leurs revenus, ils sont appréhendés dans leur pays d'origine. Donc les Marocains qui travaillent dans les ambassades et les consulats étrangers, par exemple en France, leurs revenus sont déclarés au Maroc. Peut-être, c'est la seule exception en matière d'IR, où on rattache l'imposition dans un pays aux critères de la nationalité. Donc les Marocains, ils sont imposés au Maroc et les étrangers sont imposés dans leur pays d'origine, de nationalité. Également, c'est applicable aussi pour le personnel des organisations internationales, pour leurs revenus sources étrangères. Donc les organisations internationales, l'ONU, l'UNICEF, le FMI, etc. Le personnel qui travaille au Maroc, ils sont exonérés sur l'ensemble de leurs revenus de sources étrangères. Bien évidemment, sous réserve de la réciprocité. Donc si le pays en question applique cette exonération pour les Marocains, le Maroc aussi se comportera de la même manière et appliquera l'exonération pour le personnel étranger qui travaille au Maroc dans les missions diplomatiques, également au niveau des organisations internationales. Deuxième type de personnes qui sont exonérées de l'IR, nous avons les personnes qui ont des droits d'auteur, des personnes résidentes qui reçoivent des redevances, des royalties ou des rémunérations, quelles qu'elles soient, sur l'usage des droits d'auteur, donc littéraire, naturel littéraire, artistique, scientifique. Donc moi, une personne physique, j'ai des droits d'auteur sur une œuvre, quelle qu'elle soit, littéraire, artistique, scientifique. Je reçois des rémunérations pour ces droits, l'utilisation de ces droits d'auteur dans le cadre de contrats de location, ou d'exploitation de ces droits de la part de personnes physiques ou de personnes morales. Donc ces rémunérations, ils sont exclus du champ d'application de l'IR, ils sont exonérés de l'IR. Le terme exact, c'est exonérés. Ils ne sont pas exclus, ils sont exonérés. Donc aujourd'hui, ils sont exonérés de l'IR. Demain, peut-être, si le législateur estime qu'ils devront être imposés, ils le seront, puisqu'ils ne sont pas, ils sont dans le champ d'application, mais ils ont été exonérés dans un souci de promotion et d'encouragement de la production littéraire et scientifique. Après, donc, nous avons le critère très important de la territorialité. Le critère très important de la territorialité qui définit l'imposition de personnes physiques qui est installée dans un pays et qui reçoit des revenus qui viennent d'un autre pays. Donc, la problématique se pose sur comment on va imposer, sur quelle base on va imposer, sur quels critères, sur quels paramètres, pour quelles raisons on va imposer cette personne physique. Est-ce qu'on va l'imposer sur la base du domicile fiscal ou plutôt on va l'imposer sur la base
de la source de revenus. Donc, il faut savoir que au Maroc, l'imposition des revenus à l'IR obéit à un double critère. Donc, nous avons d'une part le critère de domicile fiscal et d'autre part, nous avons le critère de la source de revenus. Au niveau international, donc généralement, donc les travaux qui ont été menés aussi bien par l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, que par les autres institutions, notamment l'ONU et les comités fiscaux rattachés à ces organisations. Ils ont, donc après des travaux qui ont commencé depuis les années 40, on a essayé de résoudre cette problématique de l'imposition d'un revenu qui est rattaché à une personne physique, mais qui vient d'un autre pays. Donc, on a des problématiques où deux ou plusieurs pays sont impliqués dans le cadre de l'imposition des revenus acquis par les personnes physiques. Donc, on a essayé de trouver un compromis entre le pays de la source de revenus et celui de la résidence, bien que de manière générale, dans les législations des pays, globalement, on accorde plus d'importance au critère de la source, qui est généralement le critère le plus déterminant sur la législation de plusieurs pays. Donc, il a été, à l'issue de ces travaux, il a été préconisé que généralement, on doit se baser sur le critère de la source de revenus. Mais en même temps, on a essayé d'impliquer aussi le pays où est le domicile fiscal, où est installé le domicile fiscal du contribuable, en préconisant un certain nombre de règles permettant de tenir compte également de partager sur certains types de revenus, de partager l'imposition avec le pays qui fournit les capitaux. Donc nous avons de cette problématique, nous avons les pays en développement et nous avons les pays développés. Donc les pays développés généralement sont les pays qui exportent les capitaux. L'investissement généralement vient des pays développés. Et les pays en voie de développement reçoivent ces capitaux. Et donc généralement c'est le pays source de revenus, donc le pays en développement qui va imposer le revenu réalisé par la personne physique. Mais sur ça, d'autres catégories de revenus, on retrouve qu'il y a un partage d'imposition entre le pays source de revenus, donc le pays qui a fourni des capitaux, le pays originaire de l'investissement, et le pays où est le domicile fiscal du. Donc, le pays source de revenus, c'est-à-dire le pays généralement en voie de développement, puisque l'investissement se fait au niveau du pays, généralement au niveau du pays en voie de développement, pour diverses raisons. Et le pays qui a fourni les capitaux, donc le pays où est installé la personne physique. Et donc, on a essayé de retrouver un certain équilibre entre le pays de la source et le pays de domicile fiscal. Mais toujours est-il que généralement, c'est le pays de la source qui a la priorité dans l'imposition de revenus en question. Donc, au Maroc, donc revenons maintenant au Maroc. Donc, le Code général des impôts, plus précisément l'article 23, il rattache l'imposition à l'IR pour une personne physique à deux critères. Donc, nous avons domicile fiscal et nous avons la source de revenus. Domicile fiscal, donc quelle que soit la nationalité de la personne physique, quelle que soit sa nationalité,
il est, quand quand son domicile fiscal est au Maroc, il est imposé pour l'ensemble de ses revenus et profit de sources marocaines étrangères. S'il n'a pas son domicile fiscal au Maroc, on va définir ce que c'est que le domicile fiscal, qui n'est pas forcément, comme j'ai dit au départ, qui n'est pas forcément le domicile civil. Donc, si cette personne n'a pas son domicile fiscal au Maroc, on regarde le critère de la source. S'il n'est pas domicilié fiscalement au Maroc, donc s'il a des revenus de source marocaine, il va payer l'impôt marocain sur la partie marocaine. Également, il faut tenir compte des conventions fiscales qui ont pour objectif principal d'éviter la double imposition des personnes qui se retrouvent donc domiciliées dans un pays mais qui reçoivent des revenus d'un autre pays. Vous savez que donc avec la mobilité des capitaux, avec les changements qu'il y a au niveau international, avec la mondialisation, la globalisation des échanges, avec le flux important des transactions entre les pays, il y a des problèmes, donc problématiques se posent au niveau d'imposition qui va imposer est-ce que c'est le pays de la source ou le pays de domicile fiscal. Et donc, généralement, pour assurer une certaine fluidité, pour attirer l'investissement et pour permettre d'éviter qu'une personne paye doublement l'impôt sur un même revenu, on retrouve que généralement la tendance c'est d'établir des conventions fiscales bilatérales ou multilatérales entre les pays concernés pour aussi bien éviter la double imposition, qui est le principal objectif, mais également pour échanger des informations et lutter contre les pratiques de fraude et d'évasion fiscale. Donc vous avez ici un tableau qui récapitule l'ensemble des situations qu'on peut retrouver en pratique. Donc vous avez ici, nous avons une personne, nationalité marocaine ou étrangère, qui a son domicile. Donc vous avez un tableau à double entrée, vous avez la source de revenus et vous avez d'autre part la résidence fiscale, domicile fiscal. Après, on va définir ce que c'est que le domicile fiscal, qui n'est pas forcément, comme je l'ai dit, mais je l'ai répété, qui n'est pas forcément le domicile civil. Résidence fiscale, qui est le premier critère. Pris en considération par le Code général des impôts. Donc, si une personne physique a sa résidence fiscale au Maroc, elle est imposable au titre de l'ensemble de ses revenus, de sources marocaines et de sources étrangères. On parle au niveau international du revenu mondial. Revenu mondial, donc l'ensemble de son revenu mondial est appréhendé à l'IR marocain. Donc il doit faire sa déclaration au Maroc, annuelle au Maroc, et il doit payer l'IR marocain. Si son domicile fiscal est à l'étranger, il est uniquement appréhendé sur la partie marocaine. Donc il doit faire sa déclaration annuelle sur la partie marocaine et payer l'impôt marocain, l'IR marocain. Sous réserve, bien entendu, pour ce type, pour le cas d'espèce, sous réserve bien sûr des règles qui sont précisées par la convention fiscale qui lie le Maroc et le pays domicile fiscal de ce contribuable. Bien entendu, quand je dirais, quand cette personne a son domicile fiscal étranger et qu'il a des revenus de source étrangère, il est bien entendu hors champ d'application de l'IR, donc il paiera l'IR au niveau de son pays d'accueil, le pays où il a son domicile fiscal. Par la suite, on définit ce que c'est que le domicile fiscal. Donc, par ordre de priorité, le Code général des impôts a défini le domicile fiscal par ordre de priorité. Donc, nous avons la première définition qui est prise en considération en premier lieu. C'est domicile fiscal, c'est le foyer permanent d'habitation. Donc, là où il a son foyer d'habitation. Donc, le domicile fiscal égale au domicile civil. Sachant très bien qu'une personne physique peut avoir plusieurs domiciles
plusieurs nationalités et plusieurs domiciles d'habitation. Donc on passe, ou il y a aussi on a des situations où on ne peut pas définir un domicile fiscal exact d'une personne qui est mobile, qui se déplace beaucoup, qui a plusieurs activités, qui a peut-être plusieurs adresses. Et donc, sur cette base-là, on ne peut pas définir, sur l'ensemble des éléments dont on dispose, on ne peut pas définir son domicile fiscal sur la base de son domicile civil. On passe à la deuxième définition, deuxième critère, qui est là où il a son domicile fiscal, c'est là où il a son activité professionnelle principale. Donc, le centre de ses intérêts économiques, son activité principale. Sachant très bien qu'on peut avoir des personnes qui ont plusieurs domiciles civils et qui ont plusieurs activités exercées un peu partout, qu'on passe au troisième critère qui est le temps de séjour, la durée de séjour de la personne physique au Maroc. Donc, la moitié de l'année, c'est 183 jours. S'il passe plus de 183 jours sur une toute période, donc pour toute période de 365 jours, qui est donc une période mobile, ce n'est pas l'année civile, c'est une période mobile. Donc on raisonne par période mobile 365 jours. Dès qu'il dépasse 183 jours de 6 jours au Maroc, sur une période, toute période de 365 jours, il devient assujetti au Maroc, à l'IR marocain. Domicile fiscal sera au Maroc et donc il doit faire sa déclaration annuelle et payer l'IR marocain. Bien entendu, donc je dirais, il y a, pour compléter ce critère de territorialité, de domicile fiscal, dès qu'un contribuable a son domicile fiscal au Maroc, donc pour appréhender son revenu sur la déclaration annuelle, il faut prendre en considération aussi bien les revenus sources marocaines pour toute l'année, puisque la déclaration de revenu global est faite pour une année civile. Donc on y intègre les revenus sources marocaines acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en question, 2019, donc du 1er janvier 2019 au 31 12 2019, plus les revenus et profits de sources étrangères acquis. Donc ici, une précision importante à retenir. Donc la réglementation fiscale marocaine, pour les revenus de sources étrangères, revenus profits de sources étrangères, leur intégration de déclaration annuelle commence à partir de la date où il acquiert son domicile fiscal au Maroc. Donc, prenons un exemple, donc un Français ou un Marocain résident à l'étranger qui revient s'installer au Maroc. Il s'installe au Maroc en juillet. Donc, il s'installe au Maroc en janvier, pardon. Donc, de janvier à juillet, il aura séjourné plus de 183 jours au Maroc. Et donc, il devient domicilié fiscal au Maroc à partir de juillet. Sur sa déclaration annuelle, il doit déclarer les revenus sources marocaines de janvier à décembre, plus les revenus et profits de sources étrangères de juillet à décembre. Pour les revenus profits sources étrangères de janvier à fin juin, il va les déclarer dans son pays d'origine, c'est-à-dire le pays où il avait son domicile fiscal avant qu'il acquiert le domicile fiscal au Maroc. Donc après, nous avons, donc deuxième partie, c'est la base imposable. Donc je préfère me limiter à cette partie sur le champ d'application. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, vos commentaires sur la page Facebook de Qraya Dar et également sur la page YouTube Qraya Dar. Donc j'essaierai, il me reste quelques minutes, j'essaierai de voir s'il y a des questions au niveau du live, de la page des commentaires. Donc bonjour.
différence entre revenu et profit. Donc, on l'a expliqué. Revenu, on parle de revenu quand il s'agit de l'ensemble, quand il s'agit de l'exercice d'une activité. Donc, l'exemple de l'activité professionnelle, on parle de revenu professionnel. Revenu agricole, donc l'exercice d'une activité agricole. Et l'exercice d'un travail dans le cadre d'un contrat de travail, donc revenus salariaux. Profit, c'est quand il y a une opération de cession, qu'on cède un bien mobilier ou immobilier, on réalise une plus-value ou un profit et on est taxé sur cette plus-value. Bonjour, principe de territorialité, donc l'Azzouzi Abdelwahed qui pose des questions pertinentes. Principe de territorialité au Maroc sur tout état des espaces industriels en matière d'IS et d'IR. Je n'ai pas compris la question. Est-ce que vous pouvez reformuler votre question? Bonjour et merci, barakallahu fikum. Merci, barakallahu fik. Si la loi nationale générale, si le code général des impôts spécifiques octroie un avantage d'imposition de 0% et les lois internationales toujours dans le jargon fiscal, quel taux à pratiquer dans ce cas? En principe, en matière de fiscalité internationale, il y a un principe fondamental qui est la primauté, donc la primauté de la Convention fiscale internationale sur la loi nationale. Donc, la Convention fiscale, quand il existe, il prime, elle est prioritaire par rapport au Code général des impôts marocains. Quand il y a opposition entre les règles prévues par la Convention fiscale, qui est le Maroc au pays en question, avec le Code général des impôts, donc on applique ce qui est prévu par la Convention fiscale. Quand il y a des mesures plus favorables au niveau du Code général des impôts, donc on applique ce qui est prévu dans le Code général des impôts, puisque aussi il y a un autre principe au niveau de la fiscalité internationale qui est prévu aussi dans le cadre des conventions fiscales, c'est le principe de la non-discrimination, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir de taxation plus importante pour des contribuables originaires d'un autre pays comparativement aux contribuables marocains qui sont plus ou moins, qui peuvent avoir un traitement plus favorable. Et donc, le principe de non-discrimination permet d'éviter à ce qu'on traite une personne originaire d'un pays avec lequel le Maroc a une convention fiscale de manière défavorable par rapport à un contribuable marocain ou à un contribuable qui a son domicile fiscal au Maroc. Exploitation agricole, on va en parler au niveau des revenus agricoles. Revenus assimilés, donc on va avoir le détail au niveau des revenus salariaux. Revenus assimilés, par exemple, les jetons présence. Les jetons présence sont considérés comme des revenus assimilés aux revenus salariaux. Société de fait. Donc, société de fait, c'est une société qui n'a pas la personnalité morale. C'est une société de personnes qui est soumise à un formalisme juridique qui est très léger. Donc, il n'est pas tenu de s'immatriculer au registre de commerce. Il n'est pas également tenu de faire les formalités de publicité, contrairement à une société qui a la personnalité morale. Et il est soumise à l'IR, sur le plan fiscal, il est soumise à l'IR. Et il ne peut pas opter pour l'IS, contrairement aux autres sociétés de personnes qui ont le luxe ou le loisir de faire ce choix. Voilà, donc je termine sur ce, je termine. J'espère que cette présentation a été claire pour vous, bien que sur le plan de l'IR, il y a beaucoup de problématiques qui se posent au niveau surtout au niveau du volet de la territorialité. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos questions. Donc, si vous avez des interrogations, des zones d'ombre, on peut donc en parler la prochaine fois. Je vous souhaite une excellente suite de semaine. Bon Ramadan. Talla frasco, mais restez à la maison. Merci.